Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé ou si c'est le début. En tout cas, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat de quelle ville vous venez. Au fur et à mesure d'ailleurs de la présentation, bonjour Benoît. N'hésitez pas à nous mettre des emojis si vous voulez qu'on aille plus vite. Si c'est super, dites-le, ça nous fera du bien. Surtout à Dorian et Aurore que je vais vous présenter. Peut-être en attendant que. Alors, Magny-en-Vexin, ok, donc région parisienne. En attendant que tout le monde arrive dans les premières ou deuxièmes minutes, moi, j'ai envie de commencer par peut-être deux bonnes nouvelles qui m'ont enchanté professionnellement. Peut-être la première, c'est. Il y en a trois même. Hein. On pourrait dire on va arrêter de parler du budget à l'Assemblée nationale puisqu'il y a un budget. On a entendu deux bonnes nouvelles pour l'immobilier. La première, il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, c'est peut-être les 2 millions de logements à venir en construction dans le plan logement, c'est-à-dire la construction de 400 000 logements par an. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et puis, même si certains considèrent que c'est qu'une victoire d'étape, le statut de bailleur privé, en tout cas, est enfin arrivé. Il doit passer encore par le Sénat, mais ça va être validé d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles ou des bons signaux maintenant qu'on a accueilli plein de gens, dont des gens de la Corse, des gens d'Arnouville. Donc il y a des gens de région et il y a des gens de région parisienne. Donc super. On peut démarrer officiellement avec cette webconférence que vous nous avez demandé. En tout cas, vous avez fait des demandes et nous on l'a traduit en disant tiens, avec Se Loger, la data et l'expérience d'agents immobiliers qui sont tous les jours sur le terrain et qui font l'immobilier, eh bien, quels sont les conseils, les bonnes pratiques pour davantage performer en 2026. Pour ça, je suis accompagné, ça tombe bien, de professionnels. Alors, j'avance juste pour vous montrer. Alors, ma petite flèche, elle ne marche pas, mais là, d'un seul coup, elle va marcher. Génial. Je vous laisse vous présenter peut-être dans l'ordre d'apparition. Si tu veux bien, Aurore. Très bien, bonjour, je suis Aurore Fiorentino, je suis co-gérante du groupe Santoni Immobilier. On est situé dans le sud de la France, dans l'Hérault pour ceux qui connaissent, entre Béziers et Sète. Et on a 15 agences, on exerce transactions, gestion, location annuelle et location vacances. Si ça te va, je passe la parole à Dorian. Dorian, alors ça, c'est dire, quand j'ai dit il y avait des professionnels de l'immobilier, donc là, on va dire que tu représentes les régions, on va dire. Dorian, où est-ce que tu œuvres? Alors, nous, on est implanté dans le sud des Hauts-de-Seine. Donc, je m'appelle Dorian. Je suis gérant de 5 agences immobilières qui s'appellent Logis Conseil et 244. Ce sont des agences indépendantes. Donc, 5 agences implantées sur Châtillon, Sceaux, Châtenay-Malabry, Bourg-la-Reine, pour ceux qui connaissent le sud des Hauts-de-Seine. Et donc, on est plus de 25 collaborateurs maintenant. On fait de la location, gestion locative et transactions de vente de biens classiques et haut de gamme. Génial, parfait. Alors donc, comment on a traduit ce que vous nous avez demandé par un sommaire? On va quand même assez rapidement, mais c'est nécessaire parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être 25 ou 30 ans d'activité immobilière derrière eux, puis d'autres qui ont peut-être 2-3 mois. Donc, on va regarder comment s'est terminé et articulé l'année 2025 et on va regarder les projections 2026. Ensuite, on regardera quelles sont, sans que ça soit exhaustif, toutes les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour mieux performer, en tout cas faire plus de ventes. Et puis on en profitera puisque dans vos abonnements, pour tous ceux qui sont clients en tout cas, vous avez déjà, vous verrez 5 leviers et 6 bonnes pratiques qui vont vous permettre à la fin de ce webinaire de pouvoir tout de suite améliorer le taux de transformation des annonces que vous avez. Et puis on terminera par des questions-réponses sur les dernières 10 minutes ou le dernier quart d'heure, sachant que cette présentation va vous être envoyée et qu'au fur et à mesure, on verra si on répond à des questions, si elles sont simples ou si on les traite à la fin ou post-webinar d'ailleurs. Donc, j'ai appuyé sur ma petite flèche pour passer à la présentation du marché perspective 2005. Donc, on commence sur 2025. Et alors, avant de commencer sur 2025, on s'était dit, comme on est en début d'année, alors ce qui se fait pas, c'est souhaiter les vœux à la fin, comme ça, de la dernière semaine, mais on va le faire quand même. Mais ce qui se fait dans les nouveautés, c'est de regarder quand même, au fait, est-ce qu'il y a des choses importantes qui sont apparues. Et je vous ai cité ces 2 millions de construction de logements, donc 400 000 logements jusqu'à 2030. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, dans les nouveautés, c'est enfin ce statut de bailleur privé. Et vous verrez qu'il a beaucoup d'avantages, il a le mérite d'exister.
et on verra qu'il est perfectible certainement, mais qu'en cours d'élaboration, dans les 3 ans qui viennent, il y aura certainement des ajustements. Mais on voulait vous parler aussi dans les nouveautés qui ont un impact direct, qui sont le DPE, où vous avez vu qu'il y a eu 2 modifications majeures pour la modification des mesures, en tout cas, de l'audit, avec notamment la résultante, c'est qu'il y a, on ne sait pas combien, mais entre 700 et 750 000 logements qui vont sortir du F et du G. Donc, ils vont pouvoir, pour les propriétaires bailleurs ou pour les investisseurs, être loués. Et on verra certainement que dans l'année 2026, je pense qu'il y aura encore un assouplement vu le manque de logements sur ce DPE. On voit que la stabilité des taux de crédit, on verra qu'il y a une stabilité, mais ça va peut-être avoir tendance à remonter un peu. Renforcement des obligations pour ceux qui travaillent en copropriété, il y a aussi beaucoup d'enjeux. Ma prime rénov, vous avez vu les allers-retours, et on ne sait pas bon les allers-retours parce que dès qu'on a une loi, on aime bien que ça soit sur du long terme. Et ça aussi, ça met de l'incertitude dans les investissements. Donc ma prime rénov, c'est à nouveau d'actualité. Évolution du statut bailleur privé, mais on a vu, c'est passé. Et puis, parfois, j'évoque ce thème. Moi, j'ai chopé celui-là, en tout cas dans les nouveautés légales, qui était la donation pour de l'achat de résidence principale jusqu'à 300 000 euros. Donc, pour certaines familles, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, voilà sur les nouveautés légales. Sur le marché, moi, je vais vous faire ce que j'ai en data et en chiffres par les équipes de Se Loger de Meilleurs Agents. Et puis, je demanderai à Aurore et à Dorian comment eux, ils l'ont vécu, si j'ose dire, dans la vraie vie, quoi. Ça veut dire que si on prend les années précédentes très, très vite, hein, il y a 3 années de turbulence, en gros, avec un gros ralentissement 2022-2023. 2024, ça va un peu mieux, mais c'est quand même une accalmie. Et puis 2025, eh bien, la résultante, c'est qu'on arrive à 945 000 transactions, ça veut dire 11% de transactions en plus par rapport à 2024. Donc, globalement, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Néanmoins, selon les territoires, les types de biens, la maturité des agences, vous avez pu vivre des moments plus difficiles que d'autres selon les régions. Et on verra qu'il y a des régions qui s'en sortent mieux que d'autres et qu'il y a des choses qui sont en fait du fait de la région et il y a des choses qui peuvent être du fait de l'agent immobilier. Mais il y a des régions qui ne sont pas logées à la même enseigne, en tout cas sur la croissance des volumes. J'avais envie de vous dire ça sur 2025. Je pourrais demander à Dorian, sur les Hauts-de-Seine par exemple, ou sur tes agences, toi, comment tu as vécu 2025 ? Est-ce que c'est un peu différent ? Est-ce que ça ressemble à ce que j'annonce comme étant plutôt la fin 2025, plutôt quelque chose plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, ou est-ce que vous avez vécu autre chose ? En tout cas, toi, tu as vécu quoi en 2025 ? Alors, comme il est à côté de moi, Aurore, les chiffres, je vais les demander à Dorian, et toi, je te demanderai la stratégie. Comme tu veux. Vous avez oublié de remercier votre partenaire, au fait. Hein. Oui, on se connaît un petit peu avec Aurore, c'est pour ça qu'on va se tutoyer, Aurore, par les agences réunies. Enfin, on s'était déjà rencontrés. C'est ça. Je commence si tu veux alors, Aurore, sur l'analyse des chiffres. Honneur aux hommes. Allez, on fait comme ça pour une fois. Donc, oui, ce que je peux te dire, moi, Alain, c'est que 2025, l'année a été meilleure chez Logiconseil de Carangat que 2023-2024, où là, clairement, on s'est pris un sacré bouillon, on ne va pas se mentir. C'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. Donc là, 2025, ça a nettement mieux fonctionné. On a eu tout de même beaucoup de ventes de notre portefeuille de gestion. D'habitude, on perd moins de mandats que ça. Là, on a une perte plus importante parce que beaucoup de bailleurs en ont eu assez. Voilà, c'est-à-dire de ces histoires de DPE, de ces histoires de loi finance où on n'en voit pas le bout, on ne sait pas ce qui se passe, c'est le flou artistique. Il y en a qui ont clairement, il n'y a pas d'autre mot, craqué. Voilà, ils nous ont dit, je souhaite céder mon portefeuille immobilier, vendez-moi toutes mes gestions. Donc, on a eu quand même le double de pertes de gestion à cause de ça. Donc bon, ça a fait le bonheur du service transaction derrière qui a pu récolter des ventes. Mais très clairement, ce qu'on remarque, c'est que l'année 2025, ça n'a pas été l'euphorie, mais tout de même, le marché s'est mieux porté que 2023-2024. Là, on sent en cette fin d'année, en ce début d'année, des acheteurs tout de même tendus, parce que ce qu'ont pu me dire les directeurs de services, aussi des taux qui sont amenés à remonter. Donc, alors il y en a on sent qu'ils accélèrent leurs projets à cause de ça, et d'autres
qui trouvent toujours un peu une bonne raison de tout repousser en ce moment et qui préfèrent attendre de voir encore ce qui va se passer, parce qu'il y a quand même un flou politique international qui fait que voilà, tout n'est pas si simple en ce moment. Mais bon, voilà, 2025 a clairement été mieux et j'espère que 2026, ça sera la même chose. Il a essayé de tout nous dire, hein. 2025, 2026, la géopolitique, tout en 3 phrases. Voilà. En tout cas, je retiens un truc. D'abord, en un, quand nous, on disait à un moment donné, ouvrez et découvrez de nouveaux leviers, pour certains qui ne faisaient pas de la gestion, on voit bien que quand je lève de la gestion, même si ça met du temps, à un moment donné, ça me crée de la récurrence. Que malheureusement, quand il y a cession du portefeuille, si c'est la transaction qui les récupère, bah, c'est quand même du business. Et on pourrait se dire que le statut de bailleur privé étant mis en place, où c'est vrai qu'on avait l'impression de bannir le petit propriétaire, ou comme si c'était mal, en gros, d'acheter de l'immobilier, alors que je crois que c'est 60 ou 70% du parc privé, c'est du petit propriétaire qui met en place pour les locataires. Enfin bon, voilà. Donc peut-être que maintenant, sur 2026-2027, il va y avoir à nouveau des investisseurs et tu vas récupérer de la gestion. En tout cas, on peut souhaiter ça. Aurore, juste une question, c'est comment toi tu démarres 2026 si tu en as envie, c'est-à-dire on est juste aux 27 premiers jours. Dorian a dit 2-3 choses. Ouais. Quelle est la tendance chez toi? Pour rebondir par rapport à Dorian, quand même, nous, ça a été complètement l'inverse au niveau de la gestion. C'est-à-dire qu'on a rentré, je crois que le service a fait 200% de son objectif. Donc, nous, au contraire, on a rentré beaucoup, beaucoup de biens en location, beaucoup plus que les années précédentes. Donc, ça, pour le coup, on est totalement à l'inverse de ce que tu as pu vivre dans les Hauts-de-Seine. Pour les chiffres, on cale à peu près à vos statistiques Se Loger. Pour nous, 2025, par contre, on s'est stabilisé. 2022, pour nous, avait été une année historique. Et après, 2023, la dégringolade comme tout le monde. 2024, on remonte. 2025, on se stabilise. Pour l'instant, 2026, alors nous, on a eu beaucoup d'intempéries, d'inondations en ce début d'année. Et là, en fait, parce qu'on s'est vu la semaine dernière pour discuter forcément avec Alain et Dorian. Et en fait, moi, depuis lundi, on a énormément d'offres qui tombent. Donc, le marché qui avait été au ralenti pendant 15 jours, là, voilà, ça fait 2-3 jours que on a beaucoup de ventes qui sont en train de se faire. Donc, ça y est, on redémarre pour de bon, mais ça a mis 15 jours quand même à vraiment démarrer, quoi. Ok, bon, écoute, très clair. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous disais. L'indice des prix, nous, ce qu'on calcule, là, vous voyez à l'écran, l'indice des prix immobiliers, la hausse ou la baisse, entre guillemets, sur 5 régions. Il y a tout en haut, là, en marron foncé, c'est Paris. On prend les 10 plus grandes villes de France ensuite en jaune, à peu près. En violet, les 50 villes de province, entre guillemets, et un indice des prix sur le rural. Donc, vous avez là des chiffres qui sont un peu différents. Puisqu'on voit qu'il y a des régions qui augmentent en prix plus que d'autres. On va les détailler tout à l'heure. Il y a des régions où ça va corriger parce qu'elles ont beaucoup trop augmenté par rapport à la demande et à la solvabilité des ménages, et d'autres où on voit qu'il y a encore de la marge, que ça peut augmenter encore un peu. Sur cette carte de France, là, on voit que, en tout cas, la hausse des prix qui va être peut-être sur 2026 entre +1 et +2, +2 et +3, en gros, a eu lieu partout. Y compris Strasbourg, où nous, dans nos calculs, là, d'ici 1 mois ou 2 mois, ça va être à +0,1 ou +0,2. Et c'est Nantes qui avait beaucoup trop augmenté et qui n'avait pas encore assez corrigé, qui est encore loin du match sur le croisement de la courbe entre la demande solvable des acquéreurs et les prix des mandats. Donc, eux, ils ont beaucoup d'efforts à faire et ils ont augmenté beaucoup trop. Et puis, il y a des villes qui augmentent régulièrement, fortement, pour des raisons différentes. Nice, même si c'est un peu schématique de dire qu'on a une population un peu plus âgée, un peu plus Côte d'Azur, il y a quand même des vérités. Et Marseille, c'est autre chose. C'est 10 000 personnes qui descendent du Rhône-Alpes et d'Île-de-France par an sur une ville capitale régionale qui reste encore, pour beaucoup, accessible en tout cas, et qui a beaucoup d'attractions, notamment chez les jeunes. Là-dessus, Aurore, ce qu'on regarde en fait en général quand on parle de tendance marché, on regarde l'offre, combien il y a de volume de mandats ou d'annonces, combien il y a d'acheteurs et qu'est-ce que ça donne en niveau de prix. Et puis on s'inquiète évidemment du taux d'emprunt. Là, on voit que c'est cyclique l'immobilier, avec des périodes comme ça où forcément il y a de la demande qui est plus importante aux alentours du printemps quand même, par rapport à la fin de l'hiver, enfin à la fin décembre et début janvier.
Et ce que tu disais, Aurore, la semaine dernière, c'est que tu collais assez à notre courbe, sachant que moi, je ne peux pas faire des petits pointillés pour dire que ça va remonter, mais on sait que ça va remonter, nous. On le saura dans 2 mois, quoi, en gros. Et ce que tu disais quand tu disais, bah, avec les inondations, il y a un retard à l'allumage, et dans d'autres régions, il y a peut-être eu des retards pour d'autres raisons, ça reprend la demande, on signe des offres. Bon, tant mieux, si j'ai bien traduit ce que tu disais. Apparemment, oui. Oui, Ça va. oui, c'est ça. Après, c'était juste au niveau du nombre de formulaires qu'on recevait. La remarque Oui, qu'on avait, c'est que les acheteurs étaient beaucoup dans l'attentisme, hein, justement. On sait très bien que quand les budgets ne sont pas votés, quand la situation politique est inquiétante, les gens se mettent en retrait. Et c'est vrai que nous, on a remarqué qu'on recevait peut-être plus de formulaires de contact, mais des gens moins prêts à passer à l'action, en fait. ok. Mais dans ceux qui étaient plus prêts à passer à l'action, c'était sur le portail rouge. Alors, j'avoue que chez Se Loger, les contacts sont très bien qualifiés. Alors, la conclusion sur les taux de crédit, c'est que bien sûr qu'aujourd'hui, sur du 15 ans ou sur du 20 ans, c'est pas 3,5. Ça peut être un peu moins. Mais nous, on a bien mis le titre qui est 2026, et pour 2026, on table sur des taux aux alentours de 3,50 sur 20 ans, plus que 3,10. Ça veut bien dire qu'il y a un peu d'augmentation des taux. Et je ne sais pas si c'est Dorian ou Aurore qui me disait, peut-être qu'aussi, encore une fois, c'est est-ce que ça va, pas obliger, mais pousser un peu certains acquéreurs à passer à l'acte, entre guillemets, en attendant plutôt de perdre 0,50 ou 0,40 sur un dossier. Donc, à chaque fois, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Quand le taux, alors si le taux était à 4 ou à plus ou à 3,80, ça pose un souci de solvabilité, hein. Mais là, sur des taux comme ça, c'est encore jouable. Et encore, c'est qu'est-ce que j'en fais dans ma stratégie commerciale, quoi. Ça veut dire, soit je dis, bah mince, ça augmente, soit je dis, génial, c'est un bon moyen de rappeler mes acquéreurs ou de dire à mes vendeurs, attention, on est un peu haut sur le prix et en plus les taux remontent, ce qui me fait 2 arguments. En gros, l'avenir, c'est pas seulement ce qui arrive, c'est à chaque fois, qu'est-ce que je fais de ce qui arrive, quoi. Et comment j'essaye, quand c'est possible, de le transformer en opportunité, entre guillemets, quand c'est possible. Nombre de ventes, on vous dit que c'est 980 000 transactions. En gros, il va y avoir 5-6% de transactions de plus que cette année. Donc, pour ceux qui ont mieux marché cette année, bah, normalement, c'est pas mal. Mais c'est pas parce qu'il y a 980 000 transactions que tout le monde va faire plus 5%. C'est bien, encore une fois, alors on n'a plus d'écran là, mais c'est pas grave. J'espère que vous nous entendez encore, je pense que oui. Moi, je vois tout, très bien. Super. C'est surtout qu'est-ce qu'on met en œuvre de différent ou qu'est-ce qu'on met en œuvre qui marche, qui fait que ce volume de transactions, je vais pouvoir en profiter plus qu'un concurrent. Voilà l'objet avec ces hausses de prix qu'on annonce entre plus 2 et plus 3%. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est super. On a bien compris qu'on retrouvait un nouvel équilibre avec des bonnes nouvelles quand même, hein. Les bonnes nouvelles, vous tous, et Aurore et Dorian, puisque vous n'aviez pas ces infos, et je les ai pris chez nous à la data sur un article qui sort ce soir seulement, je crois, qui est que l'offre, elle va augmenter, elle augmente chez nous, on la voit là, de 22%, avec une offre, ce qui est intéressant, qui se renouvelle. Ce ne sont pas les mêmes mandats, ce ne sont pas les mêmes annonces. Ça veut bien dire qu'il y a eu du déstockage et qu'il y a des nouveaux vendeurs qui viennent. Donc ça, c'est super important comme information, avec un stock de biens à vendre, nous, qu'on voit de +8, et des prix, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vos stocks de mandats augmentent un peu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez un peu plus de mandats, ou Aurore ou Dorian? Je t'en prie, Aurore, si Ok. tu veux. Nous, c'est vrai que depuis les années Covid, où alors l'image qui me vient, c'est la baignoire où il n'y a plus de bouchon au fond. Il y avait l'eau qui coulait, mais on n'arrivait plus à stocker. C'est pas pour autant qu'on rentrait moins de mandats sur l'année. Et 2025-2026, là, je vois bien qu'on restocke. Ça, c'est clair qu'on restocke. Par contre, il y a toujours ce gros travail d'éducation des propriétaires à faire sur la réalité du prix par rapport à leurs attentes. Donc, voilà, beaucoup de sensibilisation, de renégociation de mandats aussi, et bien comprendre que si les taux réaugmentent, ça ne va pas être à leur avantage. Donc, voilà, bien suivre ces vendeurs, ça va être très, très important, surtout dans des périodes où les banques revoient leur politique. Je suis d'accord avec Aurore. On a clairement
plus de biens, nous, en stock. Après, sur la période hivernale, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de périodes depuis, je trouve, 3-4 ans. Avant, le printemps, on l'attendait avec impatience. L'hiver, on savait que c'était plus calme. Bon, c'est ce que j'expliquais aussi à mes collègues. Là, sur cette fin d'année dernière, ce début d'année, souvent tout de même, la période hivernale est un petit peu plus calme. Mais là, ça revient. Ça revient. On sent, comme tu disais, des demandes d'estimation, donc des mandats qui vont arriver, des nouveaux biens sur le marché. Donc, dans les semaines, les mois à venir, ça va faire de nouvelles exclusivités à proposer. Et quand il y a des effets de nouveauté qui se créent, il y a des acheteurs qui arrivent. Très clair. Je regardais juste mes notes pour rien oublier. On vous écrit la prudence, les taux de crédit, contexte politique, la demande, retrouver les fondamentaux économiquement super. Bah, vous savez lire. Ce qui est plus intéressant ou autant intéressant, c'est OK, les fondamentaux apparaissent. On voit que c'est un marché plus équilibré. Néanmoins, on doit être attentif à 2-3 choses. Certainement, le truc dont on parle rarement, qui s'appelle la confiance des ménages, qui peut vite s'effriter, ou en tout cas qui est sensible. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui font que quand même, il y a quelques trucs qui se passent qui sont plutôt positifs. Je parlais du budget, de l'annonce de l'immobilier, de la protection, Exactement. ou en tout cas de favoriser un peu le bailleur privé. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir à travers le monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faudra être très attentif à ne pas… La confiance des ménages, on en est où? Les taux, attention que ça ne reparte pas plus que 3,50 entre guillemets. Et si ça c'est en place, comme l'an dernier, bah, normalement on est sur ces 980 000 transactions. Et néanmoins, ce que je dis à chaque fois, ce que je dis, c'est pas parce qu'il y a plus de transactions que tout le monde va faire plus de transactions. Ça veut dire qu'on a essayé de réfléchir ensemble là pour vous sur OK. Comment je fais pour faire plus de chiffre d'affaires, puisque c'est le titre de cette web conférence. Ce truc peut paraître indigeste. Il est apparu un peu indigeste à Aurore quand on lui a présenté la première fois. Elle l'a compris tout de suite, hein, attention. Hein. Dorian, lui, était plus favorable pour en parler. Pourquoi? Parce que, en fait, nous n'avons pas qu'une audience aujourd'hui de gens expérimentés, mais il y a des gens qui démarrent dans ces métiers. Donc, ce tableau-là, il nous sert à un truc. En fait, quand on se dit on veut faire plus de chiffre d'affaires, on peut se dire 2 choses avant. Avant de multiplier les outils ou les baguettes magiques qui n'existent pas, ou avant d'empiler plein d'outils, etc., il y a d'abord, OK, quel est mon marché et quelle est la bonne stratégie à mettre en place? On voit bien qu'il y a 4 colonnes et il y a des abscisses et une ordonnée. En abscisse, vous avez l'évolution de la demande et en ordonnée, vous avez la hausse des prix ou l'évolution des prix. Quand on prend Toulouse, Nice, Montpellier en haut à droite et Marseille, là, on voit que super région en tout cas, enfin toutes les 4 sont des bonnes régions, hein, mais la façon de travailler le client n'est pas la même. Il y a une reprise solide parce que les prix et la demande sont en hausse. Okay, donc quand les prix sont en hausse, bah, OK, ça peut pénaliser certains, je sais pas, primo-accédants, ou en tout cas c'est moins marrant d'acheter de l'immobilier un peu élevé. Néanmoins, quand ça augmente, ça veut dire qu'il y a de la demande et qu'il y a un dynamisme sur une ville. Et quand on voit que la demande est plus forte, c'est le cas de Marseille, que l'augmentation des prix, bah, eux, j'ai envie de dire, ils doivent se polariser, à mon avis, sur comment je fais pour rentrer un maximum de mandats, évidemment de les prendre en exclusivité, et ils ont peut-être à travailler un petit peu moins le côté acheteur. Je dis un petit peu moins. En revanche, si on prend Rennes, où la demande est de moins 10% environ, et les prix sont à la baisse de 1%, 1,5%, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que les mandats sont toujours pas au prix, et que la demande ne va pas venir très vite, en tout cas rétablir ça. Ça veut bien dire que certainement, là, quand j'ai un acheteur, je ne le lâche pas, ça devient ma priorité ou ça devient mon mandat exclusif d'acquéreur, entre guillemets, et que mes vendeurs, j'ai intérêt à les rendre compétents pour qu'ils atterrissent sur un niveau de prix où là, il va falloir des avenants de prix, comme disait Aurore, mais plus violents, entre guillemets, dans certaines régions que dans d'autres, parce que là, il n'y a plus d'ajustement. Quand on est à plus 10% de prix, il y a de sacrés efforts sur une ville Rennes qui a été très, très, très en vogue, comme tout l'Ouest, qui est parti très haut dans les prix. Et aujourd'hui, on voit bien que ça bloque parce que la solvabilité des gens qui sont là pour acheter sur les types de biens moyens à Rennes, ben on ne les trouve plus, quoi, en gros. Hein. Donc voilà la lecture de ce tableau qu'on vous laisse dans la présentation pour regarder vous vous situez où, votre ville, elle est où, ou dans votre ville, comment vous découpez vos quartiers, peut-être avec peut-être des politiques différentes, où de temps en temps, bah, il y a des gros efforts à faire sur de l'avenant prix, des grosses affaires sur le suivi des acquéreurs et les convaincre à acheter, etc. etc. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long sur une vision comme ça de quand on veut faire plus de ventes, quelle stratégie commerciale je mets en place. Et là, on a essayé ensemble de
c'est pas exhaustive, mais de se dire, OK, encore une fois, avant de se jeter dans la bataille sur 365 jours, sur un métier qui demande d'accepter beaucoup de frustration, puisqu'on n'a pas des accords tout le temps de mandat, on n'a pas des accords tout le temps d'exclusivité, on a souvent des traitements d'objection, on n'a souvent pas ce qu'on veut tout de suite. Il faut accepter l'échec. Voilà, il faut accepter l'échec. Donc, Dorian et Aurore, chacun de sa manière, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui fait que, soit si je suis chef d'entreprise, mais pour moi, un agent commercial ou un conseiller immobilier, c'est aussi un chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il met en place dans ce que les anglo-saxons appellent le big why, que j'essaie de transformer en la raison ou la motivation principale qui fait que quand je me lève le matin, eh bien, même si j'ai eu des belles ventes la semaine dernière et qu'aujourd'hui, j'ai un refus de prêt ou j'ai un mandat exclu qui devait tomber et qui ne tombe pas, qu'est-ce qui fait que ma motivation principale, elle est suffisamment forte et costaud pour que je ne puisse pas me démotiver aussi rapidement parce que j'ai eu un échec ou une offre qui n'est pas passée ou un mandat exclu ou un mandat que je me suis fait piquer, en gros. Donc ça, c'est un travail que vous avez à faire, vous, qui vous regarde, entre guillemets, et chacun le traduit de la manière dont il veut. Toi, tu as lu un peu des choses là-dessus, Oui. tu as travaillé un peu ça avec tes équipes, en tout cas. Voilà, c'est ça. Moi, je recommande un livre dans ce sens qui s'appelle déjà, avant toute chose, c'est Commencer par pourquoi et trouver son pourquoi de Simon Sinek. Et vraiment, ce livre est intéressant et vous expliquera pourquoi de grandes entreprises qui ont très fortement évolué continuent encore aujourd'hui à faire la différence, malgré qu'elles soient énormissimes. Et quand c'est sur des plus petites structures, c'est beaucoup plus facile, je dirais, à tenir. C'est-à-dire, en fait, ce que je vais vous expliquer par là, c'est que, voilà, pourquoi on se lève tous les matins? Alors, peut-être que les cyniques vont dire que c'est pour faire de l'argent dans ce métier. Mais moi, je pense que ça, c'est pas une motivation qui est suffisante. Faire de l'argent, ok, mais c'est pas quelque chose qui va, quand il va y avoir justement quelques échecs, à mon avis, au bout d'un moment, et ben là, on a du mal à redémarrer. Donc, trouver son véritable pourquoi et trouver aussi si vous êtes dans une agence où il y a plusieurs collaborateurs, il faut que l'agence aussi ait un pourquoi. Parce qu'on sait souvent comment faire les choses, quoi faire, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Donc, si ce pourquoi est clairement identifié en agence, qu'il est aussi identifié au fond de vous et qu'il est relié entre les collaborateurs et ceux de l'agence, là, pour moi, il peut vraiment y avoir des cocktails explosifs et ça peut vraiment faire la différence parce que vu la concurrence dans laquelle on est, ça peut vraiment être un point qui peut faire une grosse différence. Je vais rebondir sur le mot explosif. Dans ce que tu dis, s'il n'y a pas de pourquoi, ça démarre mal, en effet. On a l'habitude aussi, nous, d'évoquer cette histoire de fusée à 3 étages, où si j'allume pas le premier moteur, qui est le pourquoi je fais les choses, bah, on a beau m'expliquer le comment, bah, j'accroche pas. Et si on me dit pas combien ça me rapporte, et c'est pas que de l'argent, mais ça peut être aussi de l'argent, et ben, ça suffira pas si on n'a pas allumé ce premier moteur. Donc voilà. Ensuite, se fixer des objectifs, maîtriser ses fondamentaux et se former, soigner sa visibilité, investir dans vos équipes. On va revenir là-dessus, mais je voulais qu'on vous redise ça avant de démarrer, entre guillemets. Pour nous, c'est un préalable de dire dans quel terrain de jeu je joue, pourquoi je fais les choses, et à partir de là, eh bien, on a une chance que la motivation de départ ou de début d'année, qui est de dire je veux faire 150, je veux faire 100 000, je veux faire 200 000, peu importe, chacun son Everest. Pour certains, ça peut être bien de faire 80 000, pour d'autres, c'est 150. Chacun, encore une fois, son Everest. Il n'y a ni bien ni pas bien. Et la motivation, on s'aperçoit que dans le temps, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'on met de la motivation, un pourquoi et de la discipline derrière. La motivation, c'est compliqué qu'elle soit 365 jours de l'année au beau fixe avec waouh, avec à faire des bonds dans tous les sens. Ça veut dire que si je n'ai pas une discipline dans un certain nombre d'actions que j'ai identifiées, ça va être compliqué. Est-ce que on ne voulait pas que vous fassiez trop, c'est pas pourrir la vie, mais il y a tellement de choses dans la journée qu'on appelle le cercle de préoccupation qui vient me polluer et qui fait que je n'ai pas de poids là-dessus, plutôt que de se dire quelles sont les choses que je peux contrôler. Est-ce que ça te parle, toi, Aurore? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ou pas? C'est au choix. Si. T'es pas obligé. En fait, je trouve que ça, c'est très important parce que on a évolué et on évolue depuis quelques années dans un climat vraiment très anxiogène, que ce soit en enchaîné crise sanitaire, crise économique, crise politique. Voilà, si on écoute toutes les informations qui nous tombent dessus, on peut se sentir parfois asphyxié.
Et je pense que le digital, alors que je suis vraiment spécialisée là-dedans, peut aussi nous polluer l'esprit. Voilà, c'est important de savoir se déconnecter et pas se laisser polluer par son téléphone, même pour les commerciaux, avec toutes ces notifications que l'on peut recevoir. Donc, je trouve ça important de se recentrer. Donc, le pourquoi, c'est nous aussi, on l'a travaillé en interne. Et moi, pas lectrice, mais plutôt, j'avais vu le TED Talk, donc il fait 20 minutes pour ceux que ça intéresse, le TED Talk de Simon Sinek, qui explique justement comment trouver son pourquoi. Ça dure 20 minutes, voilà, pour ceux qui sont un peu moins adeptes de la lecture. Et je trouve ça bien, en fait, de recentrer les choses sur ce qu'on peut contrôler. Parce que parfois, on parle de l'environnement, on va dire, extérieur qu'on ne maîtrise pas, mais parfois, il y a des choses aussi personnellement qu'on ne maîtrise pas. Et on est dans un métier, ou dans tous les métiers d'ailleurs, c'est important d'arriver à faire la part des choses, à pas trop se laisser polluer par ses problèmes personnels, en plus des problèmes, on va dire, existentiels et environnants, et de reprendre le contrôle sur sa vie, sur voilà, ce qu'on est capable de faire pour avancer, continuer à avancer malgré voilà, tout ce qui peut arriver. Et j'aime beaucoup ce cercle justement qui remet les choses là où il faut et ce sur quoi on peut concrètement agir au quotidien. Oui, ça évoque aussi la dernière partie que tu évoques. Alors, celle d'après, c'est plutôt le SWOT. Donc, je vais te laisser t'exprimer sur comment toi, tu mets en place en début d'année un certain nombre de choses. Mais on rebondit aussi sur l'histoire du trépied, hein, l'équilibre le plus solide, donc le trépied, qui est est-ce que j'ai une part du travail, encore une fois, chacun fait comme il veut, hein, mais est-ce que j'ai assez de temps hors travail ou loisir, et est-ce que si j'ai une famille, j'ai assez de temps aussi pour ça, comment j'équilibre un peu chacun sa dose, entre guillemets, parce que s'il y a un des pieds, en tout cas, qui prend beaucoup, beaucoup trop, forcément, ça va être peut-être un peu défaillant, notamment, c'est souvent celui du travail dans nos métiers, qui risque de prendre le pas et d'arriver dans des choses où, à un moment donné, on peut aller un peu moins bien, entre guillemets. Et les profils, en tout cas, de l'audience, là, en début d'année, enfin, même si on a démarré, il y a tellement de profils de commerciaux ou de chefs d'entreprise qui nous entendent. On peut se dire les choses, hein, certains vont avoir peur de ne pas réussir cette année, d'autres vont avoir peur de réussir plus, parce qu'il y a ceux-là aussi, où il y a des blocages à dire, mais est-ce que je suis capable de passer ce cap-là? D'autres qui vont se désunifier, d'autres qui vont mettre en place des choses en disant comment je fais des opportunités sur ce marché-là et qui vont se remettre en question. En tout cas, il y a un peu de réflexion, et c'est ce qu'on essaye de faire là dans cette webconférence, c'est prendre un temps, on n'a que ça à faire, entre guillemets, pour dire voilà comment des agences utilisent en vrai le pourquoi. 2 fois été cité Simon Sinek, Simon comme Simon et Sinek comme Sinek. Donc ça veut bien dire que tiens, il y a des gens qui lisent des trucs, il y a des gens qui font des trucs en vrai, il y a des gens qui font des SWOT et il y a des gens qui réfléchissent un peu sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça. Vous avez fait ça, Aurore, ou vous faites ça en début d'année à chaque fois? C'est même pas en début d'année, on le fait vraiment très fréquemment dans nos réunions. En fait, je trouve que le système du SWOT, alors le SWOT, c'est une petite matrice pareil, voilà, en 4 points, où on analyse ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces qu'on risque de rencontrer. Et en fait, j'organise en interne beaucoup de nos réunions avec ce fameux tableau. Ça permet très facilement de lister comment on peut encore mieux travailler nos forces. Les faiblesses, qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrecarrer ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne plus avoir ces faiblesses le mois d'après ou l'année. Les opportunités, comment les saisir, et les menaces, comment essayer en être conscient et comment se protéger de tout ça. Et je trouve que c'est un moyen très simple de structurer nos échanges. Ça évite de partir dans tous les sens et je trouve que c'est un moyen très efficace d'organiser ces réunions et de se permettre d'avoir une vraie vision d'ensemble de son entreprise, de ses services. Donc, nous, on est Norme ISO aussi, 9 millions. Donc, ça nous demande beaucoup de structure, de l'amélioration continue, etc. Ça fait partie de nos process. Et j'avoue que d'avoir mis en place ça dans nos réunions, les dernières, ça a vraiment fait la différence. Et en plus, c'est bien parce que tout le monde part avec la to-do list directement. Et c'est vrai que ça a été très pertinent pour nous dans notre organisation. Oui, et puis le fait de le faire en équipe et
ça permet aussi d'avoir d'abord le son de tout le monde et puis une adhésion en tout cas, et puis un objectif commun ou une compréhension de ce qu'on est en train de fabriquer tous ensemble qui va un peu dans le même sens quand même et qui a du sens. En plus, C'est ça. qui prend En du sens. fait, pour tout expliquer, moi, par exemple, j'envoie la matrice aux équipes. Ils vont la remplir de leur côté. Ensuite, moi, je la remplis avec ce que nous, on a pu relever à la direction. Et au moins, quand on se voit, on aborde tout ce qui a été noté dans les points. Et par exemple, j'ai même des codes couleurs. J'ai des codes couleurs où vert, là, on peut gérer, on peut améliorer. Orange, j'ai pas la solution tout de suite, il faut qu'on réfléchisse. Et rouge, ça, on pourra pas y faire grand-chose, ou du moins, on n'a pas trouvé la solution. Et j'avoue que ça nous a bien structuré, et voilà, ça nous a rendu bien plus efficaces aussi dans notre traitement, voilà, des choses à améliorer, à voir, et nos discussions. Ok, merci pour ce partage. Alors, le temps avance, donc il faut que j'avance un peu plus vite. Nous, on ne vous a pas fait un SWOT, un SWOT, on vous a fait une simplification de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année, est-ce qu'on peut le changer, qu'est-ce qui va bien, on l'amplifie, qu'est-ce qui est confus, il faut clarifier, et qu'est-ce qui manque, on essaye de le faire, et puis peut-être qu'il y aura une case, ça on n'y peut rien. C'est du rouge chez Aurore. On s'est dit que, encore une fois, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, si je ne veux pas avoir les objectifs des autres, ou si je ne veux pas que ça reste des vœux, quand je dis cette année, je vais mieux faire que l'an dernier, je vais faire 180 ou 150 ou 140, on a échangé sur ce funnel un peu de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis 150 000 euros de revenus. Je ne sais pas quel est le chiffre moyen ou les objectifs que vous avez pour vos conseillers. Vous pouvez nous dire ça si vous avez envie, selon peut-être le degré de maturité. Mais en tout cas, quand je veux un objectif en bas de ce funnel, de ce triangle inversé, qu'est-ce que j'ai comme action de prospection et de communication à mettre en place? J'ai rajouté, Dorian, quel est le nombre de rendez-vous estimation nécessaire qui va déclencher un nombre de rendez-vous vendeurs, qui va déclencher un nombre d'or, un nombre d'acquéreurs, et ensuite on descend. Ce nombre d'estimations me donne un nombre de mandats qui me donne un taux de mandat exclusif, un nombre de ventes, un honoraire moyen et un CA généré. Est-ce que vous réfléchissez aux objectifs de cette manière ou d'une autre? Qu'est-ce que vous trouvez convenable ou comme seuil pour vos négociateurs qui sont juniors ou seniors? Je ne sais pas comment vous êtes organisés. Est-ce que vous voulez nous dire un mot là-dessus? Tu vas, j'y vais. Dorian, alors. Allez, vas-y. Déjà, pour revenir sur tout à l'heure, tu expliquais les objectifs, Alain, mais ce qui est super important, enfin, à mon sens, c'est que tout le monde adhère à l'objectif qui a été déterminé. C'est-à-dire, c'est tout le temps ce que j'explique à nos directeurs de service, c'est de voir avec les collaborateurs quelle est la rémunération qu'ils veulent. En fonction de la rémunération qu'ils souhaitent, là, on va pouvoir établir les actions de communication à effectuer et de prospection et le nombre d'or. C'est un chiffre, c'est Meilleur Agent qui l'appelait comme ça, je crois, et depuis on l'appelle comme ça en agence, c'est le nombre d'or. Voilà, le nombre d'or, c'est de là où tout part. Si on veut arriver à une certaine rémunération, il faut qu'on ait un certain nombre d'estimations, parce que de là, on va pouvoir avoir un certain nombre de mandats exclusifs, de ventes, et par rapport au taux d'honoraire moyen, on va pouvoir donc savoir le chiffre d'affaires généré, et là, on va savoir combien on doit faire de chiffre d'affaires pour avoir cette rémunération. Donc, c'est super important, et j'insiste sur ce point, et tu as bien fait de le mettre en rouge, les actions de prospection et de communication. C'est ce que j'explique souvent aux collaborateurs. Physique et digital. Physique et digital, c'est obligatoire aujourd'hui. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas oublier les actions terrain. Si on ne fait que du digital, clairement, on peut se faire damer le pion par ceux qui sont sur le terrain. Et il y en a qui se débrouillent très bien sans le digital. Donc, il ne faut pas l'oublier. Après, il faut compléter les deux, parce que ceux qui ne sont pas sur le digital aussi perdent des parts de marché, parce que 90% des projets aujourd'hui démarrent de Google, de je ne sais quel autre moteur de recherche. Donc, voilà, c'est super important d'avoir ce point-là en tête. Moi, c'est souvent ce que j'explique aux collègues. Si on ne communique pas et on ne prospecte pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alain, il y a beau avoir 980 000 ventes, il n'y a jamais eu ces dernières années autant de ventes en France. Moi, j'ai commencé le métier, il y avait 500-600 000 ventes par an. Ah oui, ça fait longtemps alors. Ouais. Que tu as commencé. Ça fait un moment. C'était ta blague. Mince. Pardon. Et donc, du coup, il y avait un moment où il y avait beaucoup moins de ventes, mais on était beaucoup moins d'acteurs sur le marché. C'est ça aussi. Donc, avec beaucoup moins d'acteurs, on arrivait à tirer notre épingle du jeu tout de même. Mais en vrai, aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs que si on ne fait pas la différence,
il n'y a personne qui va venir nous voir. Hein. Il y a plus de concurrents et il y a aussi un client vendeur et un client acheteur qui est plus informé, qui attend plus de choses, qui est plus complexe à faire aboutir à une vente ou à un mandat exclusif. Donc il y a ça. Mais il y a le marché. Et du moment qu'il y a le marché, ça veut dire que tout est faisable. Il n'y a personne qui peut nous opposer que ça va moins bien marcher cette année. Non, il y a plus 5% de transactions en plus. Tant qu'il y a un nombre de DIA dans la ville qui sont acceptables, on peut gagner des parts de marché. Maintenant, d'avoir un vrai pourquoi qui va nous permettre d'entreprendre des actions de communication différentes des autres, ce que nous on fait beaucoup chez Logiconseil, on se démarque. Parfait. Voilà. Je dois avancer un peu toujours parce qu'on resterait des heures et j'aurais dû interroger Aurore. Donc, si toi, tu veux faire ajouter à chaque fois, Aurore, un truc différent là-dessus. Oui, en fait, je fonctionne assez comme Dorian, c'est-à-dire que nous, on va avoir nos propres objectifs agence par rapport à l'entreprise où on veut atteindre un seuil de prospérité, c'est-à-dire qui va nous permettre de pouvoir réinvestir des fonds sur des nouveautés, des choses à tester l'année d'après. Et je trouve que ces chiffres-là, c'est la boussole, en fait. C'est savoir où on en est, savoir où on va, c'est essentiel. Et nous, on le mesure quotidiennement avec nos équipes, donc on a toujours l'œil dessus et ça nous sert aussi à faire des suivis efficaces de nos collaborateurs en interne pour toujours prendre soin d'eux, les aider, pouvoir les soutenir quand ils en ont besoin. Et cette analyse, il faut la voir par agence parce que, par exemple, nous, nos agences, en tous les 15, sont espacées que de 40 km en tout. Donc, on est sur des micro-marchés et pourtant, j'ai des statistiques très différentes selon les secteurs. Donc, c'est important d'affiner aussi cette analyse par agence. Ce qui est marrant, c'est que tu dis 40 km qui te paraît très petit comme échelle. Et il y a des agences dans certaines capitales qui diraient 400 mètres. C'est déjà un grand secteur. Arrondissements, par exemple, à Paris, c'est pas du tout la même chose. Quoi. Un arrondissement, c'est une ville. Hein. Il y a 400 000 habitants dans le 15e arrondissement, par exemple. Voilà, moi, j'ai des villages de 3 000 habitants. C'est ça. Alors oui, super. On s'arrête sur un point là-dessus. Même si on est en retard, c'est pas grave. Il y a un point important. On a une question qui est, à votre avis, c'est quoi un bon taux de transfo d'estimation en mandat? Moi, j'avais préparé aussi une valeur mandat qui est de dire si je dois surveiller qu'un chiffre d'or, par exemple, chez Dorian, ça sera moi, tant que je n'ai pas dans mes agences tant d'estimations. C'est ça que je vais surveiller parce que je sais qu'avec 100 estimations, j'arrive à faire mon chiffre en gros. Et donc, c'est ça la jauge à chaque fois. Et j'ai plus qu'un seul clignotant. On peut aussi le faire avec la valeur mandat. Ça veut dire que si des honoraires sont de 10 000 euros, on peut très bien se dire, si je fais une vente tous les 3 mandats, ça veut dire que chaque négociateur devrait rentrer 36-40 mandats par an. Et je sais que si un mandat vaut 10 000, et si je fais une vente par mois, ça me fait 120 000. Donc, pour faire 120 000, 40 mandats. Donc, à la fin, je regarde juste où est-ce que j'en suis de mon nombre de mandats. Et ma valeur mandat, elle est 3 333 euros. Ça veut bien dire que quand je fais une vente sur 3, je ne rentre pas 10 000, puisque je vais rentrer 10 000 tous les 3 mandats. Mais je rentre 3 300 euros, qui fait que plutôt que de regarder, parce que j'ai une agence depuis très longtemps et que je rentre beaucoup de mandats, un mandat de plus qui arrive dans l'agence. En réalité, si je fais valeur mandat, chaque fois que j'ai quelqu'un qui me rentre un mandat, c'est 3 300 euros de chiffre en vérité. Et je n'ai que cette valeur mandat et ce chiffre, je peux faire aussi ce calcul comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous témoigner, vous, quel serait un bon taux de transformation d'une estimation en mandat et voire d'un mandat en mandat exclu? En gros, il vous faut combien d'estimes pour faire combien de mandats ou combien de mandats exclus? Est-ce que vous pouvez nous répondre notamment, je ne sais plus qui posait la question, je ne sais plus si c'était Blandine, 5 estimations pour un mandat exclu. Je pense qu'on peut avoir mieux, mais ça dépend où tu es, Blandine. C'est quoi pour toi? Mais merci, en tout cas. Justement, je suis en train de rechercher dans mes chiffres parce que moi, en fait, vas-y. Bien en tête. Enfin, moi, je visais à titre personnel, quand j'étais le principal producteur de l'agence, je visais un taux qui peut paraître un taux de martien pour mes collègues, ils vous m'entendent. Là, c'était 50%. Voilà. Moi, c'était 2 estimes, un mandat. Okay. Maintenant, j'entends plus des ratios qui sont autour de 30%. Voilà. 40, on commence à être là un champion. 30%, faut pas faire en dessous, selon moi. Nous, chez nous, quand il y a des taux de transformation qui sont autour de 20-25, on tire la sonnette d'alarme et on voit les actions à mettre en place. Oui, ça dépend des secteurs, Corinne. Oui, Véronique, 3 pour 1, ça nous paraît être la norme ou la moyenne. Encore une fois, ça dépend qui, comment, dans quel secteur, quelle expérience, quelle maturité et tout ça. Néanmoins, c'est bien d'avoir quelques clignotants, de dire, tiens, 3 pour 1, c'est pas mal. Tiens, est-ce que je prends 30% d'exclus, 20 ou 60? Ça donne pas la même couleur de chiffre d'affaires à la fin. Vous avez combien de pourcentage d'exclus en stock, vous, à peu près? Plus de 80%, on est entre 80 et 90. Alors 80-90, ça fait partie des très rares agences expérimentées depuis longtemps sur le secteur avec une volonté forte de rentrer du mandat exclusif.
Aurore, vous seriez à combien, vous? Nous, on est plus à 50% 50, c'est d'exclusivité. déjà un taux très élevé et Ouais. très bon. En gros, c'est quand je suis en dessous de 30 que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort assez fort. Mais ça peut être aussi une stratégie de l'agence et ça ne nous regarde pas. Mais en gros, c'est bien d'entendre qu'il y a des gens qui font 80, c'est bien d'entendre qu'il y a des gens qui font 50, parce que ça veut dire que c'est possible. Et quand on dit 30-35, c'est la norme, bah, ça veut dire que si on est moins, on peut s'interroger et se remettre en question, parce que ça veut dire qu'il y a de la marge. Et quand on passe de 20 à 40, bah, vous allez voir que ça va vous changer la vie de ce genre de métier. Donc, vive l'exclusivité. On va aller vite sur les 10 clés qui sont là pour que je rattrape un peu de temps. On voulait vous dire, interrogez-vous sur ces 10 clés. Quand on fait le tour avec Aurore et Dorian, bah, évidemment qu'on fait le tour en disant, bah, si on ne recrute pas bien, on a un problème. Aurore nous en a parlé. Oui. Ou à un moment donné, enfin, c'est pas qu'elle a mal recruté, c'est que le recrutement, quand on a, toi, tu as à peu près combien de, parce que c'est pas pareil quand je suis en home office tout seul, c'est pas pareil quand j'ai une agence, c'est pas pareil quand j'ai 3 agences, 5 agences, ou quand j'ai un peu plus. Vous êtes combien de collaborateurs, Aurore? Alors nous, Environ. on est 100 collaborateurs environ. Après, c'est juste que nous, c'est plus une histoire interne. C'est que nous, on était vraiment la PME familiale et bon, on avait atteint un plafond de verre. On a dû embaucher une RH avant, on gérait tout en famille. Il faut savoir qu'on est 5 membres de la famille aujourd'hui dans l'entreprise. À la direction et on a voulu se faire accompagner. Ça n'a pas collé à nos valeurs et à notre fonctionnement. On faisait des soirées de recrutement, etc. Et là, on refait du recrutement chirurgical comme on avait l'habitude de faire et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, c'est juste qu'on a revu notre stratégie en cours d'année dernière et maintenant, ça nous correspond beaucoup plus. Mais c'est important parce que le problème du turnover, c'est que vis-à-vis de la clientèle, désolée, j'ai le vocabulaire pas correct qui me vient, mais on passe pour des cons. Non, j'aime bien, Et qu'on parle dans la vraie vie. par rapport aux équipes qui sont stables, ça va les épuiser si c'est un peu le défilé des nouvelles recrues. Et puis, voilà, c'est bénéfique pour personne. Donc, et même pour la direction, ça nous épuise de former pour, au final, ces gens ne restent pas. Donc, c'est important, dès le départ, de bien cibler le recrutement et que ça colle à nos valeurs, à nos objectifs. Et forcément, pour nous, le savoir-être passe au-dessus du savoir-faire parce que le savoir-faire, on peut l'inculquer. Le savoir-être, on l'a ou on l'a pas. Ok, alors je suis obligé d'accélérer un peu, Dorian, bien sûr. pour qu'on puisse voir l'ensemble quand même des. Ça, c'est un thème aussi qu'on a voulu aborder, on l'a réduit au maximum, mais c'est quoi le métier d'agent immobilier? On va le dire comme ça. Alors, c'est présomptueux de dire en 2 mots c'est quoi le métier d'agent immobilier. En tout cas, on parle beaucoup d'expérience client et parfois ça reste assez théorique. Parfois, il y a une incompréhension entre, d'un côté, l'agence ou le conseiller qui pense tout faire bien avec plein d'outils, avec plein de remises de belles estimations, avec plein de choses en étant fier de montrer sa belle affichette vitrine, sa pub, etc., ce qui est nécessaire aussi. Et puis, on oublie parfois l'autre côté qui est de dire, ah oui, mais mon client, est-ce que tu crois qu'il attend ça pour beaucoup ou il attend un truc qu'il n'a pas eu, qui est comment c'est créer la confiance entre vous deux? Est-ce que tu l'as vraiment écouté, accompagné? Est-ce que tu es là pour lui? Est-ce qu'il a confiance en toi? Comment tu fais vivre une vraie relation sur lequel souvent il a 1 ou 2 projets dans sa vie, il est en inquiétude et il a besoin, pour certains clients plus que pour d'autres, d'un accompagnement plus, j'ai envie de dire. Donc parfois, il y a incompréhension. Je crois faire tout bien et en fait, mon client, il ne m'attend pas là-dessus. Mon client, il m'attend pas sur de l'amour, mais il m'attend sur est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui fait du blabla ou qui m'écoute vraiment? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a pigé mon projet? Parce que pour moi, j'ose même peut-être pas lui dire, mais c'est un enjeu démesuré de quitter ce bien où j'ai mon club de sport, mes copains, une partie de ma famille, etc. Et parfois, on oublie ça, qui est un peu l'essentiel. On avait envie de répéter ça avec est-ce que j'aide mon client aussi à être compétent? Est-ce que j'aide mon acheteur à savoir faire un financement et à comprendre les enjeux? Est-ce que j'aide mon client à acheter mon mandat exclusif et pas arriver et à faire une déballe en disant on est un grand groupe, on est super, on est géniaux et il faut nous acheter parce que c'est bien. Mais est-ce que je prends le temps de comprendre, d'expliquer à mon client les freins qu'il pourrait avoir, de lui expliquer comment petit à petit la confiance se gagne, comment petit à petit ma solution, qui s'appelle pas le mandat exclusif, eh bien c'est lui qui la demande ou c'est ça qu'il voudrait. Et rendre compétence au client sur le financement, en tout cas, lui, il attend ça avec cet accompagnement. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on a bon, Dorian? Est-ce que tu voulais dire un truc? Non, pour moi, c'est clair qu'il faut déjà écouter. L'écoute active, c'est
La principale des choses, analyser son client et répondre à ses attentes. Comme tu disais, si c'est pour faire une déballe commerciale de sa brochure ou de ses services ou du super groupe où on travaille, peut-être que le client, clairement, il s'en fout, lui, c'est pas ce qu'il attend. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord écouter ce qu'il attend, ce qu'il souhaite, analyser. On en parlait avec Aurore. Voilà, il y a le son casse, il y a la méthode disque. Il faut pouvoir analyser son client. On ne peut pas parler à un client qui est plutôt du type dominant de la même façon qu'à un client qui est plutôt sympathique. Il faut s'adapter et après répondre à leurs attentes et mettre en avant les services qui correspondent à leurs attentes. Donc, on écoute 70% du temps, on parle 30%, et quand on parle, c'est pour être percutant, c'est pour clairement répondre à l'objection avant même qu'elle arrive. Moi, je m'en souviens à la fin, je n'avais plus d'objection sur l'exclusivité, pourtant Dieu sait que c'était dur de les rentrer, plus d'objection sur le prix parce que je faisais un travail en commun avec le client. On déterminait le prix ensemble et je lui expliquais l'exclusivité en fonction de ce qu'il attendait, en lui disant, voilà, vous avez telle attente, l'exclusivité va vous apporter ça. À la fin, je n'avais plus d'objection. J'en avais très rarement. Mais est-ce qu'on comprend qu'on entend ces discours-là et que si on met un petit micro à la sortie de chaque rendez-vous client et qu'on lui dit qu'est-ce que tu as eu et qu'est-ce que tu attendais, est-ce qu'on sait encore que pour les gens qui démarrent ou qui sont un peu passés à côté parce que ça peut arriver, c'est fin et ça demande beaucoup de travail, mine de rien, de comprendre en vrai un projet, de rendre compétence au client sans asséner des vérités et plein d'outils là qu'on lui en rajoute, on lui en rajoute, on lui en rajoute. C'est ça qu'on voulait signifier. Ça paraît léger et en vérité c'est très profond cette histoire-là, où certains vont vous dire dans des interventions ah ben non, maintenant il ne faut plus vendre. Pour moi, vendre c'est très noble, hein. C'est ah ben il faut faire acheter. Alors certains vont vous parler de vente inversée, mais en fait tout ça, ça s'appelle du bon sens en vérité, hein. C'est j'écoute en vrai un client. Et je l'amène petit à petit à la meilleure solution, encore faut-il que j'en sois convaincu, qui est un mandat exclusif, si c'est le cas, au prix du marché. Il faut connaître ses services et connaître aussi les arguments. Exactement. Pour moi, l'expérience client, c'est tout simplement se mettre à la place du client et faire pour lui ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Et ça, de toute façon, c'est la meilleure recette pour le réussir dans ce métier. Et c'est difficile. Alors que ça devrait être, normalement, le plus simple, parce que c'est qu'est-ce que je fais à l'autre que j'aimerais qu'on me fasse. Et pourtant, c'est compliqué. Et l'expérience client, c'est pas ce que le client vit tout le temps, en tout cas. Quand on parlait de réactivité et de rythme, c'est l'histoire de à quel rythme il en est dans sa phase d'achat. Je veux pas développer là trop, mais on sait très bien qu'un client peut démarrer soit en étant optimiste, non informé, soit en étant dans le déni sur le prix de son bien qu'il a surévalué. Et puis, le temps va faire qu'à un moment donné, il va y avoir des passages et qu'il va y avoir acceptation ou du prix ou de la manière de vendre. Et ça, il faut bien choper quel est le rythme parce qu'une bonne information dans un mauvais rythme, c'est pas bon. Et puis, il attend aussi beaucoup d'assistance pour certains. Ça veut dire que peut-être que je vais sortir du rendez-vous et que je vais le rappeler que dans 2 jours pour lui dire que l'annonce est en ligne ou que j'ai mis une affiche vitrine, par exemple. Et peut-être que lui, il attendait ça 24 heures avant. Peut-être que quand je fais une visite, le soir, il attend un coup de fil ou un WhatsApp pour me dire ça s'est passé comment. Et peut-être que moi, j'oublie ça parce que j'en ai fait 10 dans la journée, quoi. Donc, attention à ça. Relations humaines et confiance. J'avance encore. Il y a une part de psychologie dans beaucoup. Ça demande beaucoup de qualité. C'est pour ça qu'à la fin, il ne faut pas négocier ses honoraires. Parce que ça demande, en effet, maîtriser le financement, maîtriser un peu d'architecture, du DP, de la psychologie client, du juridique. Donc, quand c'est là chez un agent immobilier, ça vaut les honoraires. Là, on va vite, mais tu peux nous faire juste un truc, toi, Aurore, qui est… J'essaie de prendre comme ça, comme beaucoup nous disent, on veut de la formation IA. OK. Pour moi, c'est l'outil en plus qui oublie l'expérience client. Il est utile, mais à bon escient et pas tout le temps. Et peut-être on a essayé de se faire 2 colonnes, de dire qu'est-ce qui se faisait que je peux déléguer maintenant à l'IA. Et toi, qu'est-ce que tu fais d'un peu moins basique que ce que j'ai mis à l'écran, par exemple, Aurore? Est-ce qu'il y a un truc que tu utilises avec l'IA qui n'est pas là-dessus? Oui, et justement, alors moi, c'est plus côté expérience collaborateur, mais ça va avec l'expérience client aussi. C'est comment arriver à gérer les différents types de personnalités. Je sais que l'IA est beaucoup utilisée pour rédaction d'annonces, rédaction de posts, enfin beaucoup de rédaction et d'analyse de documents. Mais une astuce que je donne en formation à nos collaborateurs, c'est d'utiliser l'IA pour préparer des rendez-vous. Par exemple, préparer un M2
où on va remettre l'estimation. Bon, on a détecté que, par exemple, voilà, monsieur le maître était profil jaune, voilà, promouvant. Madame Fiorentino, elle est profil rouge. Comment j'arrive à parler aux deux en même temps? Et ça, quand on pose la question à ChatGPT, bon, ben voilà, je dois rendre une estimation, c'est c'est en dessous du prix de ce qu'ils attendaient pour le coup, je ne veux pas les décevoir. Aide-moi à préparer mon argumentaire en tenant compte des deux profils différents. Et là, ChatGPT donne de super conseils, ChatGPT, Gemini ou l'IA que vous voulez, donne de super conseils justement sur comment gérer voilà, ces négociations avec les types de personnalités. Ça marche aussi très bien pour tout ce qui est négociation. Enfin, voilà, pour tout ce qui est rendez-vous et gestion des différentes personnalités, c'est une bonne astuce du coup qu'on utilise de temps en temps en interne. Eh ben, on prend, ce qui permet d'isoler un peu des fois, tu vois, si je sors d'un rendez-vous, si je dois aller faire un closing ou proposer une offre plus bas, de gérer mes émotions et de me faire aider un peu avec ChatGPT et certains arguments. Et donc, on prend la bonne pratique. Et moi, Attention, je dois accélérer. Oui, je rebondirai rapidement, Alain, en disant que pour pouvoir faire ça, je dirais, Ouais. Aurore, il faut pouvoir analyser le profil. Et il y a une formation qui est super intéressante que je peux vous conseiller. C'est une formation d'Antoine Ménard sur la méthode 10 qu'on l'a fait avec toute l'équipe en fin d'année dernière. C'était super, ça nous a appris à mieux nous connaître et aussi à mieux analyser les clients et pouvoir après se servir de ChatGPT. Et donc, pour rebondir rapidement sur Léa, moi, je l'utilise pour tout n'importe quoi. Voilà. Même à titre perso, pour tout. Je vais partir un week-end là, à l'étranger pendant quelques jours et ben, il m'a fait un super programme pendant 4 jours de là où je vais aller, avec ce que j'ai envie de voir et ce qu'il faut voir. Tu nous raconteras voilà, juste après. En tout cas, on prend en tout cas, tester. Voilà, tester. Mais je sais que l'histoire du disque avec ChatGPT ou Gemini, c'est top. Donc, tester. Là, on voulait, en conclusion, bien que vous aurez cette présentation, hein, on voulait vous dire que vous avez déjà des abonnements avec déjà du Se Loger et qu'il y a au moins 6 trucs qu'il faut très vite s'interroger, mettre en place, changer, si jamais vous ne l'avez pas fait. D'abord, la réactivité, la visite maximale sur notre site, elle se fait sous 72 heures. Donc, plus vous traînez dans le temps, plus l'annonce est tardivement mise en place, plus elle perd de sa valeur. Donc, ça, c'est très, très urgent. Évidemment, d'essayer de mettre son annonce en premium quand vous pensez que c'est nécessaire ou peut-être en priorisant. Parce que ça va vous générer évidemment plus de clics, plus de contacts qualifiés. Plus je suis au prix du marché, plus tôt possible, moins il y a de négociations et plus mon taux de conversion est meilleur. Et évidemment, il va, par rapport aux biens concurrents, parce qu'on oublie à chaque fois que quand on met un bien pour le client vendeur, il a plein de biens concurrents autour de lui. Hein. Donc, plus vite je suis au prix, meilleur j'ai mes taux de conversion. Plus vite j'apporte de l'argumentation factuelle sur de la data ultra locale, plus je rends compétent mon client, plus je renforce ma crédibilité et j'apporte de la valeur. Et bien sûr, j'embarque le plus possible mon smartphone équipé d'IA. Vous allez voir ce qu'on est en train de faire et qu'on a fait avec notre appli. Parce qu'aujourd'hui, le client, d'ailleurs, on vous encourage à aller voir notre appli Se Loger, parce que le client, c'est ce qu'il a dans la poche aujourd'hui et certainement que 100% des contacts viendront par le smartphone à un moment donné. Donc, on va vous envoyer, vous avez déjà des pushs chez nous, certains ne le savent pas, qui fait que vous avez, dès que vous avez un appel, un lead qui arrive, maintenant, vous l'avez direct dans l'appli. Je pense qu'on a même, on l'a même à l'écran juste après, parce que vous l'avez et il n'y a plus qu'à activer, entre guillemets. Hein. On se rappelle que plus je mets de photos ou une visite virtuelle, plus j'ai des leads. Et il y a des minimum 3 photos par pièce. Mais plus j'ai des grands biens, plus j'ai des biens prestigieux, plus il doit y avoir de photos ou de visites virtuelles. Je soigne ça, c'est ma porte d'entrée. Et c'est aussi la vitrine de l'agence. Hein. Il y a des clients qui vont vous connaître par le biais des acquéreurs. C'est les annonces et la manière de géolocaliser, si on peut, qui va faire que j'augmente mes taux de conversion, le prix le plus juste possible. Et là, vous avez vos outils qui peuvent être agrémentés de l'Estima Pro que vous avez et qui vous sort une analyse comparative avec notre logo et le vôtre. Mais le nôtre vous permet de dire à votre client, il n'y a pas que moi, il y a aussi un tiers de confiance, puisqu'on est l'appli préférée des Français. J'en profite pour faire un peu de propagande. Hein. Et quand c'est justifié, je le fais. Description complète et engageante, on est sur des recherches long tail comme ça, le plus précis possible, avec une norme qui serait entre 1500 et 2000 caractères et un titre. Ça, on le sait maintenant, Aurore qui poste pas mal, où on sait très bien que le titre accrocheur est important, la mise en avant des points forts aussi, donc je dois me casser la tête aussi avec ou sans ChatGPT. On sait que c'est obligatoire le DPE, il y en a encore quelques pourcents qui ne sont pas là, mais oui, c'est très important. Et puis,
évidemment, qu'on puisse vous retrouver. Et pourquoi je vous parle de réactivité et de l'appli? L'appli, elle donne ça en gros. Hein. C'est quelque chose qui dure 3 ans. On a terminé. On nous entend un peu. Voilà. Je vais passer un peu de temps sur le sujet, mais alors l'appli, je vais le redire avec moi. Oui, mais j'espère que vous m'entendez. Madame Caspar, oui, vous allez recevoir le replay. Merci à toute la France qui nous a regardé, la Corse, la Côte d'Azur, la Picardie, l'Île-de-France, la Guyane, l'île de la Réunion, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, je vois aussi à l'écran. Magnifique. Alors là, on est en gros plan Aurore, et nous, on est en petit plan, en format normal, en fait. Hein. Donc, pour conclure, vous avez vu l'appli, vous avez des push maintenant qui fait que dans votre poche, quand il y a un appel, un lead, etc., ça vous arrive directement. On est en test, là où c'est en train d'être passé. On aura aussi les recherches logées en langage naturel. Je pourrais dire, je recherche un 3 pièces, etc. Et là, boum, 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 plus besoin de taper. Donc ça, c'est ce qu'attendent aujourd'hui les clients et qu'on doit offrir. Vous allez voir, là, c'est en plein lancement. Je crois qu'elle va finir par lire dans nos pensées l'appli. Alain, vous avez été coupé. Alors, vous avez vu, on a été très ambitieux. On a voulu traiter plein de thèmes pour vous donner plein de choses. Alors forcément qu'on a un peu été vite sur certains, on aurait pu passer un peu plus de temps sur les autres. En tout cas, on a fini. On a essayé de répondre à une ou deux questions qui étaient la transfo d'estimation en mandat, de mandat en mandat exclu. Néanmoins, on est arrivé à la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Vous allez la recevoir. Moi, je sais que j'ai dépassé l'heure, donc déjà, je remercie 1000 fois Aurore et Dorian de nous partager leurs bonnes pratiques, de prendre du temps. Alors, vous avez vu que ce sont des organisations où d'un côté, il y a 5 agences, 80% d'exclus. De l'autre côté, il y a une centaine de collaborateurs, 12 points de vente. Donc, c'est des gens qui ont donné de leur temps. Donc, encore une fois, 1000 merci. Avec des bonnes pratiques, des bons trucs. Pour aller plus loin, vous avez cette présentation. Si vous voulez collaborer avec nous, on vous rémunère dans un truc qui s'appelle panel d'experts. Dès qu'on sort quelque chose ou une proposition que vous nous avez à faire, vous scannez le QR code qui est là. Et il y a une équipe, je crois qu'il y a déjà 400 clients, qui envoient leurs recommandations, leurs demandes, leurs suggestions, auquel cas on les prend en compte. Et de toute manière, que la suggestion soit bonne ou pas bonne, pour le temps passé, on vous rémunère. On a des livrets data qu'on va venir vous livrer, les nouveaux là, avec toutes les datas dans vos villes où vos commerciaux doivent vous les apporter. Si vous ne les avez pas, il faut leur réclamer. Et puis, on a deux outils intéressants. Un qui est Impact DPE qu'on vous a mis ici, qui est en 1 seconde et demie, vous tapez votre ville, l'adresse et on va vous donner le prix au mètre carré qu'un bien G vaudrait s'il était vendu en D. Souvent, il y a une dépréciation entre 250 et 450 euros, ce qui vous permet de dire à votre client de s'ajuster très vite et de prévoir l'étape d'après. Vous verrez, il y a un service qui s'appelle Coûts Travaux sur le site où on peut calculer à distance très vite le montant de travaux entre un G et un D et même aussi chiffrer un appartement et une maison dans sa totalité. Voilà, et un autre outil qui vous fait un comparatif financier, est-ce qu'il est plus préférable d'acheter ou de louer. Restez sur Se Loger Event. Toute l'année, vous avez les after-work dans votre ville, les événements, se retrouver, se réunir. Tous les événements qu'il y a dans votre ville, vous allez trouver sur ce LinkedIn. Vous avez quelques exemples ici. Et puis, voilà, c'était là. Donc, on vous encourage à scanner ce QR code. Si vous êtes encore là, puisqu'il est 15h03 et qu'on a dépassé un peu. Et n'hésitez pas à nous dire, comme vous le faites à chaque fois, qu'est-ce que vous souhaitez traiter comme sujet, de façon à ce qu'on construise la prochaine webconférence ensemble. Aurore, tu peux conclure et après Dorian. Et on vous laisse aller faire des affaires. Merci pour voilà, cette webconférence. On a trouvé les sujets très intéressants avec Dorian et vraiment du concret, du terrain. Donc, ça fait plaisir. Et je trouve que Se Loger, en termes d'événements, vous nous faites toujours beaucoup de qualité. Donc, voilà, c'est très, très appréciable. Merci, Aurore. Dorian, mot de la fin. Allez, rapide. Merci pour ton invitation déjà, Alain. Et puis, je souhaite à tous une super année, plein de bonnes affaires. Vous n'oubliez pas, on l'a listé à un moment dans les points. Il est vraiment important de bien équilibrer. Tu en as parlé, Alain, la vie perso, la vie pro. On ne commence pas la formation. Sinon, le replay, c'est Dorian en direct. Non. Mais en tout cas, voilà, prenez bien rendez-vous avec vous, comme un rendez-vous chez le notaire pour faire votre sport, une activité artistique ou autre. Ça vous rendra plus efficace, plus performant.
et viens nous dire où tu pars en vacances après. Voilà. Ok, merci à tous. Rendez-vous prochaine webconférence. Donc, restez branchés pour voir le thème et vous inscrire à regarder en replay. Et le plus dur commence maintenant, ou le plus rigolo, puisque c'est de l'intention à l'action maintenant. On a listé des trucs, il va falloir les relire pour certains et commencer à mettre une petite chose en place, puis une deuxième. Voilà, pas tout faire du premier coup. Et il y a plein de tips intéressants dans cette webconférence que Aurore et Dorian nous ont partagé. Bonnes affaires à tous, à bientôt. Merci. Aurore, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Dorian, on va le remercier.